Il y a des histoires qui traversent le temps, des mondes cachés dans les replis de notre imagination. Ces mondes sont prêts à s'éveiller dès lors qu'un sort est murmuré. Laissez-moi donc vous emmener dans l'un de ces mondes, celui des sorcières, des sorciers et des moldus. Vous connaissez certainement l'univers de l'écrivaine J.K. Rowling au travers de ses romans, de ses films, ainsi que des jeux vidéo de la même licence. Ça a personnellement bercé mon enfance et m'a insufflé le goût de certaines choses. Bref, passons. Personnellement, j'aime encore me replonger dans cette saga lorsque Noël approche. Je trouve qu'elle s'accorde fabuleusement bien avec cette période. Mais ce monde, pourtant si fascinant, n'est pas parfait, loin de là. On y retrouve une quête incessante d'équilibre entre lumière et ténèbres, un thème assez récurrent dans le genre de la fantasy. Avant même de poser les pieds à Poudlard, les enfants sorciers découvrent qu'ils appartiennent à une société secrète cachée au sein de la nôtre. Une société qui possède son propre gouvernement, ses lois et ses lieux mythiques tels que le chemin de traverse, Préolard ou Azkaban. Tout univers aussi magique soit-il est traversé par des forces opposées. Le monde des sorciers n'échappe pas à cette règle. La saga nous raconte l'affrontement entre deux idéaux, celui d'un monde ouvert où moldus et sorciers pourraient coexister, et celui d'une pureté de sang, d'une magie réservée à une élite. Voldemort, dont le nom résonne comme si nous venions de jeter un sort de peur, incarne cette quête de domination, mais aussi une tragédie personnelle. Car sous le masque du Seigneur des Ténèbres, il y a un enfant brisé, incapable d'aimer et obsédé par son propre héritage. Dumbledore, de son côté, représente la sagesse et les regrets. Lui aussi a connu l'ambition, les erreurs, et porte le poids des secrets qu'il n'a pas su partager. Au-delà des sorts et des enchantements, Harry Potter explore des thèmes profondément humains. L'amitié et le courage, entre autres, des thèmes récurrents dans ce genre d'œuvre. Mais ce qui m'a le plus profondément marqué, c'est la perte. Combien d'ombres accompagnent Harry Potter sur son chemin? Ses parents tombés avant qu'il ne puisse les connaître. Sirius arraché trop tôt à Harry. Le sacrifice de Dobby ou de Hedwige qui prouve que la mort peut être brutale et inattendue. Et pourtant, même dans ces moments de tristesse, il est possible de retrouver de la joie. C'est une conviction que malgré les tragédies, la magie la plus puissante reste celle des liens humains, de l'espoir et du choix. Ce monde n'est pas né par hasard, il est le fruit d'une imagination qui mêle folklore britannique, tradition ésotérique et une profonde réflexion sur nos propres réalités. En grandissant, je n'ai pas pu m'empêcher de me poser tout un tas de questions, me laissant parfois sans réponse. Et bien qu'en jouant à Hogwarts Legacy, j'ai pu avoir la satisfaction d'y répondre à quelques-unes, comme à quoi ressemblent les autres salles communes, ou que se passe-t-il en cuisine. Oh, c'est dégueulasse, merde. Eh bien ce jeu ne m'a pas donné toutes les réponses que j'attendais. Je vous propose donc de me suivre à travers les yeux d'un personnage que je vais créer de toutes pièces, le genre de personne qu'on n'a jamais eu l'occasion de croiser dans tout ce qui s'est fait dans le monde fantastique de Harry Potter. Dans les couloirs de Poudlard, les tableaux ne sont jamais silencieux. Ils parlent, ils bougent, ils semblent même penser. Mais que sont-ils vraiment ? De simples copies? Des fragments d'âme extirpés de leur modèle? Les tableaux vivants intriguent. Ils semblent capturer non seulement l'apparence, mais aussi l'essence de celles et ceux qui représentent. Mais cette essence est-elle complète? Ou n'est-ce qu'une partie dans l'instant où l'œuvre a été faite? S'agit-il que du nombre de la personne originale? Et est-ce que c'est la même chose pour les photographies? On sait que les sorciers peuvent séparer leur âme, comme dans le cas des Horcruxes. Et si les portraits étaient une version plus douce, une empreinte volontairement laissée dans la peinture, une sorte d'immortalité sans douleur, mais aussi sans liberté. D'après le site de Pottermore, les personnages n'ont pas de conscience propre et ne peuvent pas tenir de vraies discussions en ce qui concerne la plupart des tableaux.
Il y aurait en effet des exceptions comme certains portraits de directeurs et de directrices de Poudlard où il est possible de dialoguer avec des personnes vivantes et posséderaient pour certains leur propre conscience et qui seraient entièrement vivantes et sensibles. Les peintures peuvent être interrogées sur des questions pénales et même ouvrir des portes sur le monde réel. Ils ont des pensées, des désirs et des intérêts pour certaines représentations. Il serait donc possible de confier à son propre tableau certains souvenirs. Mais alors, que dire des peintres ? Quelle magie doit-on maîtriser pour insuffler la vie dans une toile ? Car si la magie est un art, alors son plus grand sortilège serait peut-être de demeurer insaisissable, comme un regard que l'on souhaite retranscrire à coups de pinceau à défaut de baguette magique. Dans Harry Potter à l'école des sorciers, Harry reçoit une carte à collectionner de Dumbledore. Dumbledore disparaît et Ron dira « Vous croyez quand même pas qu'il restera là toute la journée ?» Ce qui implique que le Dumbledore a mieux à faire que de simplement traîner toute la journée dans une carte. Il s'est donc peut-être rendu dans une autre carte afin de dire bonjour à son propriétaire. Donc fondamentalement, toutes les photographies et peintures ont un petit univers ? Eh bien, il faut également faire une distinction entre les peintures et photographies. Car en effet, là où les peintures peuvent s'exprimer et donner leur avis, voire même vagabonder dans différents tableaux, les photos, elles, ne font que se répéter et tourner en boucle comme un gif. Dans les années 90, le procédé était le suivant. Vous prenez une photo, la trempez dans une potion, puis boum ! La photo bouge et capture une petite période de mouvement. Je pense que la qualité et la longueur dépendent de la caméra et de la qualité de la potion. Mais du coup, pour revenir à la peinture, cela signifie-t-il que chaque artiste crée un tout nouvel univers ? Ah, tout ça m'a donné envie d'imaginer un futur peintre. Bien, imaginons. Andrew Fairwin, un élève de Serdaigle passionné par l'art, mais il serait considéré comme le plus idiot des Serdaigle. Et beaucoup remettront en doute sa place dans cette maison. C'est pas moi. J'ai vu, je sais qui c'est, mais je dirai rien. Comme beaucoup d'artistes, il se sentira mis à part, mis de côté, souvent dans son coin, à rêver. Son ambition est de devenir peintre et d'insuffler la vie à ses œuvres grâce à une forme de magie qu'il cherchera à maîtriser malgré ses faibles notes dans la plupart des matières enseignées à l'école. Il cherchait à comprendre ce qui donnait vie aux portraits, ce qui animait les tableaux, et ce qui connectait magie et art. Curieux et rêveur, s'ouvrant la tête dans les étoiles, il aimerait être capable de capturer les émotions complexes, qui pour lui est une forme de magie que personne n'enseigne. Andrew avait une fascination particulière pour les elfes. Il notait dans son carnet « Leur magie défie les lois des sorciers. Ils n'ont pas besoin de baguettes. Peut-être que leur magie est plus proche de leurs âmes, de leurs sentiments, de leurs émotions, et d'une source peut-être bien plus pure. » Les elfes disposent d'une magie puissante et différente de celle des humains, ce qui peut leur permettre de transplaner à des endroits auxquels sorcières et sorciers seraient incapables d'accéder par la même méthode. Bien qu'elle soit généralement utilisée pour le ménage ou pour la cuisine, leur pouvoir peut être utilisé dans d'autres domaines, comme pour se défendre ou pour attaquer d'autres créatures. Néanmoins, il est interdit à un elfe d'utiliser la magie sans l'autorisation de son maître. Comme pour toute créature, elle peut être plus facilement apprivoisée et utilisée à l'aide d'une baguette, mais les connaissances magiques des elfes de maison leur permettent de rivaliser avec les sorciers en termes de puissance, voire même de les surpasser. En raison de leur statut d'esclaves, il arrive que les elfes de maison soient traités de façon très brutale et cruelle par leurs propriétaires. Jusqu'à la fin du XXe siècle, les elfes n'ont aucun droit et sont vus comme de simples serviteurs. Bien que ce statut leur convienne, les elfes sont considérés comme des êtres sans importance. Malheureusement, nous n'en savons pas plus sur ces mystérieuses créatures qui pourtant pourraient être bien plus puissantes que les humains s'ils n'avaient pas autant le sens du service. Je n'ai pas trouvé de traces de leur histoire, probablement dû au fait qu'elle fut effacée avec leur servitude, et ce depuis des temps immémoriaux. Il est facile de les comparer aux gobelins, qui sont également des créatures humanoïdes intelligentes, de petite taille, mais d'un autre caractère. Il fut plus facile de trouver des choses sur leur passé contrairement aux elfes. Ils ont leur propre langage, maîtrisent la forge et côtoient les sorcières et sorciers dans le monde magique. Il y a des traces de leur existence dès le Moyen-Âge, au XIVe siècle. Burdock Muldoon, le chef des conseillers sorciers, tenta de classifier les créatures magiques suivant deux statuts différents, les êtres marchant sur deux jambes et les animaux. Il invita donc tous les êtres à rencontrer les sorciers et à débattre de nouvelles lois magiques. La salle de réunion fut envahie par des gobelins, qui avaient amené avec eux autant de créatures à deux jambes qu'ils avaient pu trouver. Je vous laisse un petit peu imaginer le bordel que ça a engendré.
Mais le pire dans cette histoire, c'est que cet événement fut reporté, et une autre réunion a été organisée quelques années plus tard, mais fut une nouvelle fois perturbée par les gobelins qui s'étaient pointés avec des trolls, et à qui ils avaient appris quelques mots simples. Vous savez quoi ? Les trolls ont fini par détruire la salle. Après cela, durant des siècles à venir, au XVIIIe et XIXe siècle, c'était surtout des révoltes, et au XXe, ils eurent le droit que nous connaissons aujourd'hui. D'ailleurs, petit aparté, mais sachez qu'actuellement, un centaure en or est sculpté en compagnie d'un gobelin, d'un elfe de maison, d'une sorcière et d'un sorcier dans une fontaine dans l'atrium du ministère pour symboliser la fraternité magique. Ah, et j'ai aussi découvert que Filius Filtwick, vous savez, ce vieux sorcier minuscule qui doit se mettre debout sur une pile de livres pour que sa tête dépasse de son bureau, eh bien l'un de ses ancêtres serait un gobelin. C'est donc un hybride. J'irai pas plus loin, je vous laisse à votre imagination et de ce qui a dû se produire pour avoir un hybride mi-humain, mi-gobelin. Mais bref, voilà, ce qui m'intéressait c'était surtout la magie, et malheureusement, on ignore quel pouvoir magique ont les gobelins. Mis à part enchanter des objets qu'ils fabriquent, ils n'ont rien de plus que nos amis les sorciers. Je vais donc poursuivre ma quête en direction des elfes. Et d'après mes recherches, les elfes de maison sont probablement inspirés par les brownies, des petites créatures mythologiques écossaises, s'occupant des tâches ménagères au sein de la demeure de leur hôte, et qui sont connus pour partir de l'habitation lorsqu'on leur offre un vêtement. Le brownie fait son apparition dans la littérature scot vers le XVe siècle, contrairement aux brownies, un dessert bien connu des enfants et des gourmands, qui lui fut inventé à Chicago en 1893 par le chef de l'hôtel appartenant à monsieur, tenez-vous bien, Potter Palmer, qui lui n'est qui le 20 mai 1826 à, tenez-vous bien, Potter Hollow. Voilà, il y a beaucoup trop de coïncidences et je m'éloigne beaucoup trop de mon sujet d'origine. Bref, pour en revenir à nos elfes, et d'ailleurs je devrais peut-être arrêter de manger des brownies, voilà, repose ça tout de suite, merci. Mon plus grand questionnement est d'où proviennent leurs pouvoirs. Est-ce un don ancien, hérité d'un monde où les elfes vivaient libres, avant d'être asservis ? Peut-être que leur magie puise dans une source que les sorciers eux-mêmes ont perdu de vue, une sorte de magie oubliée. Les elfes nous rappellent que la magie n'est pas toujours spectaculaire. Elle est souvent silencieuse, mais terriblement puissante. Malheureusement, leur passé fut oublié, et toutes ces questions resteront sans réponse. Après s'être renseigné auprès des elfes de maison qu'il put côtoyer, Andrew fera de nombreuses recherches en ce qui concerne les différentes magies existantes dans ce monde. Et c'est alors qu'il découvrit l'existence de la magie ancienne. Il écrivit alors : « La magie d'aujourd'hui, bien que raffinée, est limitée. Elle obéit à des règles rigides, des lois immuables. Mais la magie ancienne, elle, n'est pas domestiquée. Elle parle directement à l'âme de celui qui ose l'écouter. Elle transcende les formules et les incantations. Et je suis convaincu qu'elle pourrait insuffler la vie dans l'art, rendre mes tableaux aussi vibrants que les souvenirs qu'elle capture. » Andrew entreprit alors une quête personnelle, celle de retrouver les traces de cette magie dans les recoins oubliés de Poudlard et au-delà. La magie ancienne est une forme de magie puissante et très mystérieuse qui dépasse les sortilèges modernes. Elle est souvent liée à des rituels ou des artefacts, ou encore des lieux spécifiques. La protection de Lily Potter, qui protège Harry, est comme la magie que l'on maîtrise dans Hogwarts Legacy. Et d'après ce jeu, cette magie peut transformer le monde physique, permettre l'extraction d'émotions ou détruire violemment une cible. C'est même elle qui fut à l'origine de Poudlard, qui fut créée grâce à celle-ci. Toujours selon Hogwarts Legacy, au cours du XVe et du XVIe siècle, Percival Rackham utilise la magie ancienne pour sauver Feldcroft, un petit hameau du monde des sorciers de la sécheresse. Isidora, une élève capable de maîtriser cette magie, parvient à transformer le monde physique qui l'entoure, mais voudrait utiliser sa magie pour alléger la douleur que son père ressentait depuis la mort de son frère. C'est après ses études que Isidora utilisa sa magie pour modeler les émotions. Et bien que ce soit une piste intéressante pour notre peintre, cette forme de magie n'est pas accessible par n'importe qui. Il doit donc y avoir un autre moyen. De ce fait, je me suis posé une question. Combien de formes de magie existent-ils dans cet univers ? J'en ai listé une bonne dizaine. La magie des sortilèges, sans doute la magie la plus connue et la plus basique. La magie noire, que l'on connaît tous avec les sortilèges impardonnables entre autres. La magie des rituels, qui colle bien avec la magie noire en règle générale. Il y a aussi les potions, la métamorphose, la magie provenant de créatures, ou encore la prédiction,
et la divination. Il existe aussi ce que j'appellerais la magie innée. C'est un petit peu comme une manifestation involontaire de magie chez les jeunes sorciers par exemple. Mais celle qui m'intéresse tout particulièrement, sans compter la magie ancienne, c'est celle de l'occlumencie et la légilimencie. L'art de lire dans l'esprit des autres, ou de protéger son esprit contre cette intrusion. Votre père était un salaud. C'est sûrement sous cette forme de magie qu'il est possible de capturer un souvenir, une pensée avec un instant, comme on ferait avec une pancine. Cependant, elles sont plutôt rares, renfermant de puissants sortilèges que seuls les sorciers les plus expérimentés seraient capables de s'en servir. Chaque détail est rangé dans le subconscient puis extrait, afin de reconstituer fidèlement le souvenir, que ce soit par le propriétaire ou par une autre personne, et s'y déplacer librement. Considérée comme un objet extrêmement personnel, la pancine, tout comme la baguette magique, est enterrée, comme le veut la tradition, avec la sorcière ou le sorcier qui la détient. Leurs pensées et les souvenirs laissés dans la pancine sont, sauf avis contraire, enfouis avec leur propriétaire. Il est donc légitime d'imaginer que les pancines sont faites à partir de la magie de légilimencie pour manipuler des pensées, ainsi que d'autres sortilèges complexes pour intégrer directement la vision du souvenir en question. La pancine et les tableaux animés reposent tous deux sur l'idée d'immortaliser une partie de l'individu, tandis que la pancine capture et préserve des souvenirs purs sous une forme tangible et interactive. Les tableaux animés semblent conserver une empreinte de la personnalité et des comportements de leur sujet. La différence étant que les souvenirs stockés dans une pancine peuvent être explorés, mais ils restent détachés de leur créateur, tandis que les tableaux, eux, prennent une vie propre, imitant l'individu, mais sans véritable conscience. Dans cet univers, les pancines et les tableaux sont deux manifestations d'une même quête, l'immortalité de la mémoire. Tandis que la pancine garde le passé figé dans un état d'analyse, les tableaux animés insufflent une vie presque tangible au souvenir, dans un mélange d'art et de magie. Ces deux formes deviennent alors des miroirs de l'âme, chacun reflétant une facette différente de ce qu'il signifie d'exister et de laisser une trace dans le monde. Les vacances de Noël approchaient et Andrew prit le train en direction de Londres. Retrouvant ses parents moldus à Polperro, un charmant village de Cornouailles situé au bord de la Manche, non loin de Plymouth, c'est un village de pêcheurs, et Andrew appréciait grandement se perdre dans les ruelles étroites, vagabondant dans les cottages, recouverts de végétation, passant par les boutiques de vêtements et surtout dans les magnifiques galeries d'art. Il aimait parler aux artistes, dans les ateliers, philosophant, hypothétiquement bien sûr, de ce que donnerait si les portraits pouvaient prendre vie. L'un des peintres lui a d'ailleurs surprenamment dit « Chaque peinture a son artiste, et chaque artiste a son propre petit monde. Chaque portrait, chaque personnage vivent dans un univers fait de pigments, de solvants, de liants et autres. Tout comme nous vivons de carbone, d'hydrogène, d'oxygène et j'en passe. Nous donnons vie grâce à nos pensées, nos convictions et à notre manière de voir ce qui nous entoure. C'est cela qui fait déjà vivre une peinture. Elle ne doit pas avoir besoin de bouger ou de parler pour s'exprimer, car l'intention et les détails le feront déjà pour elle. » Ces paroles trottaient dans un coin de la tête d'Andrew lorsque, à la fin de son séjour, il reprit la route pour Poudlard. Il cherchait comme à son habitude la voie 9/3 à la gare de King Cross lorsque ses pensées le figea. Comment est-il possible qu'aucun moldu ne remarque ses allées et venues, parfois même à quelques centimètres d'eux? Le jeune sorcier décida de se poser à proximité de l'entrée, observant le flot de moldus dans la gare. Étrangement, chaque fois qu'un sorcier approchait du mur, il semblait que les moldus évitaient instinctivement la zone, leur regard glissant sur l'entrée magique comme s'il s'agissait d'un espace vide. Intrigué, il explora les sorts et enchantements qui pourraient expliquer ce phénomène. Il découvre alors plusieurs pistes, comme le sortilège de répulsion. Peut-être que ce sort enveloppe en permanence la voie 9/3, repoussant les moldus physiquement comme psychiquement, ou les champs de discrétion magiques, comme ceux utilisés autour de Poudlard ou du chemin de traverse. Ils rendent certaines zones invisibles ou inintéressantes pour les moldus. Ouais, c'est sûrement cette dernière option qui fut mise en place. Mais qu'est-ce qu'il aimerait pouvoir avoir la perception des moldus afin de voir la supercherie? Et dire que la magie est toujours présente mais insaisissable pour ceux qui ne prennent pas le temps de la regarder. Il est fascinant de constater qu'il a toujours emprunté un portail voyageant d'un monde à un autre. C'est alors qu'Andrew se posa une question. Est-il possible en tant que sorcier de voyager dans une peinture, comme pour passer du monde des moldus au monde des sorciers?
Les peintures dans l'univers d'Harry Potter semblent plus des reflets vivants que des portails vers d'autres dimensions. Cela implique qu'un sorcier ne peut pas simplement entrer dans une peinture et y vivre une aventure, mais il pourrait interagir avec ses habitants depuis l'extérieur. Une peinture n'est pas un monde isolé. Les personnages peuvent voyager entre différents cadres, certes, mais seulement si les tableaux sont connectés magiquement ou s'ils partagent un thème ou un lieu. C'est un peu le même cas dans les mondes des Moldus et celui des sorciers. Ce ne sont pas deux mondes séparés, car il est possible d'interagir et de vivre dans l'un et l'autre en permanence. Mais un monde fait de peinture n'a pas les mêmes lois ni les mêmes règles malgré la magie de cet univers. L'univers de Harry Potter, tel qu'il est décrit dans les livres, films et contenus annexes, semble reposer sur un seul monde principal dans lequel cohabitent des dimensions ou des lieux magiques connectés entre eux. Ces lieux ne constituent donc pas de mondes parallèles ou séparés, mais bien juste des espaces cachés et dissimulés. Il est vrai que j'aurais aimé pouvoir voir un sorcier se balader dans un monde fait de peinture, comme dans cet incroyable film qu'est Au-delà de nos rêves. C'est un film de Vincent Ward, et une adaptation du roman de Richard Matheson, où l'on suit le destin tragique d'un certain docteur Chris Nielsen, interprété par Robin Williams, plongé dans les peintures de sa femme qu'il décidera de retrouver dans les enfers, parmi les âmes perdues, souhaitant la sortir des bas-fonds de l'au-delà. C'est sans nul doute l'un des plus beaux films qui m'ait été donné de voir, doux et poétique, mais qui vous plongera dans une mélancolie certaine, abordant des thématiques pouvant être difficiles, comme la dépression, vous menant à un acte irréversible. Cependant, une autre question se pose. Certes, tout est sur le même plan, dans le même monde, mais il est possible de constater que certains endroits ou objets semblent exister dans des dimensions légèrement séparées. C'est toujours connecté au monde principal, comme par exemple les tentes, où d'extérieur elles semblent petites, mais une fois à l'intérieur, l'espace est bien plus grand. Il y a également la salle sur demande, qui apparaît en fonction des besoins de chaque personne passant devant sa porte dissimulée, et qui offre un nouvel espace à quiconque osera imaginer ce qu'elle contiendra. Il existe également des objets connectant plusieurs espaces, comme les porte-loin ou la poudre de cheminette. Et il y a un élément qui intrigue encore plus que tout ce que je viens d'énumérer, remettant en question beaucoup de choses, faisant l'objet de nombreuses critiques et théories. Les retournements temporels. Alors soit ils permettent un retour limité dans le passé, mais il y restera toujours dans le même monde. Un retourneur de temps doit être tourné un nombre de fois équivalent au nombre d'heures qui doivent être remontées, le maximum étant de 5 heures. Au-delà de cette limite, le voyageur est en danger. Son utilisation est régie par de nombreuses lois et des sanctions sévères sont prévues pour éviter l'abus de leur utilisation. Malheureusement, seules des hypothèses sont faites quant au danger que cela peut amener à voyager au-delà de 5 heures, bien que de nombreuses œuvres peuvent nous donner quelques pistes. Dans le film Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, l'importance de ne pas être vu est indiquée, mais n'est pas parfaitement respectée. Harry et Hermione suivent leur double du passé lorsqu'ils passent devant une personne, Walden McNair, le bourreau qui devra tuer Buck l'hippogriffe. Ce dernier les voit passer à 2 reprises devant lui. Ils sont d'ailleurs ramenés 3 heures en arrière au même endroit où ils ont activé le retourneur de temps, ce qui est contraire au livre. D'ailleurs, à ce sujet, le fonctionnement du retourneur de temps dans Harry Potter et l'Enfant Maudit diffère considérablement de son utilisation dans les livres. Le retourneur de temps ramène dans le présent après une durée inférieure à celle du saut dans le temps, tout comme si l'on modifie une sauvegarde dans un jeu vidéo. De retour dans son école, Andrew poursuivait ses enseignements et se rapprocha des tableaux qu'il trouvait intéressants dans l'enceinte de l'établissement. Il passait énormément de temps avec eux. Un portrait ne sait que très peu de choses sur la vie de son sujet et ne peut donc pas tenir une conversation très intéressante, car il ne s'agit que de représentations des personnes vivantes telles que l'artiste percevait ces modèles à l'époque. Les portraits étaient considérés comme une sorte de mémoire, et le modèle pourrait vivre indéfiniment même si celui-ci avait des raisons de crainte pour sa vie ou son bien-être. Sir Cadogan, pour vous servir. Le portrait de Sir Cadogan provoquait toujours des combats, tombant de son cheval et se comporte de manière assez déséquilibrée, ce qui était l'image que le chevalier renvoyait au pauvre sorcier qui dut le peindre. Tandis que le portrait de la grosse dame continuait à assouvir son amour de la bonne nourriture et de la boisson, et ce, encore bien après le décès de son modèle vivant. Je rêve d'une tarte païenne bien réconfortante, accompagnée peut-être d'un bon hydromel ambré. Il fit un jour la découverte d'un autoportrait,
une certaine Maude Montag ayant réalisé de nombreuses autres œuvres exposées dans l'école, comme le portrait du professeur Mordicus Lefoc, l'auteur de la philosophie du matérialiste, Pourquoi les moldus préfèrent ne rien savoir. D'après les dires de cet autoportrait, une sorcière ou un sorcier pouvait se rendre chez un peintre pour se faire peindre, mais il ne suffisait pas simplement de prendre la pose et d'attendre que l'artiste fasse son travail. Le portraitiste devait tout d'abord connaître son sujet et ses attentions envers sa future œuvre, car il devait d'abord peindre et enchanter le portrait afin qu'il y ait une certaine caractéristique de son sujet. Le portrait pouvait utiliser certaines des phrases préférées du sujet et imiter son comportement général. Des particuliers pouvaient placer les portraits chez eux, tandis que les personnalités éminentes de la communauté magique pouvaient faire accrocher le portrait sur les murs d'institutions prestigieuses comme Poudlard. C'est avec le temps qu'il découvrit enfin ce qui lui manquait. Un autre autoportrait. Celui de Iris Pius, aussi connue sous le nom de Gwen John, indiquant qu'elle était encore en activité et qu'il était possible de lui rendre visite dans son atelier à Paris. Il entreprit alors dès que possible ce voyage dans la capitale française, découvrant ainsi le Paris des années 1910. Andrew était aux anges, écoutant passionnément les histoires de cette femme, ayant voyagé à Rome, à Bordeaux, Toulouse et Paris, côtoyant le sculpteur Rodin et son envie de participer à une future exposition à New York. Elle lui expliquait bien sûr ses procédés afin de réaliser une œuvre digne d'un artiste maîtrisant la magie, lui faisant faire son autoportrait. Il vit toutes les procédures, les questions qui lui étaient posées et les composants qu'elle utilisait. La poudre d'obsidienne était utilisée pour capturer la lumière et les reflets, tandis que l'essence de l'arme de phénix permettait d'insuffler un semblant de vie et de mort au personnage. Mélangé à ça un pigment d'écailles de dragon afin que ce tableau puisse se connecter au monde des sorciers grâce à la magie. Mais le personnage n'était pas encore terminé. Il était possible d'y incruster un souvenir, avec le même procédé que la pancine, donnant donc un peu plus de profondeur à l'œuvre. Il choisit alors la découverte de Montmartre, qu'il avait apprécié visiter. Son visage semblait alors s'illuminer. Vint alors la touche finale. D'après Gwen, un simple petit sortilège permettrait à l'image de bouger, mais pour que la peinture puisse transmettre ses émotions, il faut utiliser une potion d'animation. Une infusion à base de mandragore, insufflant la capacité de bouger et d'avoir conscience de sa propre existence. Le sujet s'endormira alors. C'est à ce moment-là qu'il faudra également appliquer le vernis pour protéger la toile. La magie des elfes, l'alchimie des tableaux animés, les endroits dissimulés à la vue de la majorité des gens. Tous ces mystères que je souhaitais comprendre n'étaient qu'une infime part de ce qui reste encore à découvrir. Mais peut-être que la véritable magie réside dans ce que l'on ne saura jamais, dans ces zones d'ombre où l'esprit s'aventure, créant ses propres réponses. C'est là le charme des histoires, elles ne donnent pas tout, mais elles éveillent en nous le désir d'explorer davantage. Et qui sait ce que l'avenir nous réserve? Chaque mystère dévoilé en cache un autre, plus profond et plus insondable. Peut-être qu'un jour, un autre voyage nous mènera vers des contrées de l'univers de J.K. Rowling. Mais pour aujourd'hui, je referme ce chapitre. Un dernier regard vers la voie 9/3, un dernier frisson en contemplant un tableau animé ou un souvenir perdu dans une pancine. Les réponses, tout comme la magie, ne font que commencer. Alors restez curieux et restez émerveillés, car dans ce monde, tout est possible. Et dans le prochain aussi, qui sait? Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et comme le veut la tradition, n'hésitez pas à partager et à aimer cette vidéo si elle vous a plu. Et bien sûr, je prendrai note de tous vos conseils pour la prochaine fois. Si d'autres univers vous intéressent, n'hésitez pas à m'en faire part, je serais ravi d'en explorer d'autres, bien que je sois peut-être déjà dans l'un d'entre eux à l'heure actuelle. Rejoignez-moi sur les réseaux, tout est en description, je vous dis au revoir en vous souhaitant un bon vagabondage dans notre monde numérique.